les damos la bienvenida a Gestos de la Poesía, un espacio para aproximarnos a las voces de poetas contemporáneos de Colombia y de otros países. Este conversatorio es organizado por el Centro Cultural de la Universidad de los Andes en alianza con The Anthony Collections y Lingua Franca. Hoy conversaremos con dos poetas provenientes de contextos diferentes y cuya producción poética ofrece perspectivas diversas, pero que tienen en común el francés como una de las lenguas de su escritura y que, como veremos, comparten también otros intereses como la traducción y la crítica literaria. Para mí es un gusto saludar a Aviv Tongour y Fabrizio Bajek. Bienvenue et merci d'être ici avec nous. Merci. Merci. Antes de comenzar, quisiera presentarles brevemente a nuestros dos invitados. Fabrizio Bajek es un poeta franco-italiano que luego de terminar sus estudios de lengua y literatura francesa en Italia, en la Universidad de Viterbo, se radicó en París, donde enseña desde 2008. Además de escribir poesía, es dramaturgo y traductor de autores anglófonos y francófonos. Su primera colección, Corpo Nemico, fue publicada en Italia en 2004 en el octavo cuaderno de poesía italiana contemporánea. Es autor de los libros Gli Ultimi, Entrée dans le vide, Loin de Dieu, Près de toi y La colaboración, entre otros. Sus obras de teatro han sido representadas en Italia y en Bélgica. Su primera novela, Transizione, fue publicada en 2020 por Unicopli en Italia. Sus poemas han sido publicados en revistas literarias italianas y francesas y también han sido traducidos al español, al portugués y al sueco. Se inició en la práctica de la meditación en 2008, siguiendo varias tradiciones budistas. Se ordenó como monje Soto Zen y recibió la transmisión del Dharma del maestro Bernard Senriu de Verrières en mayo de 2023. Aviv Tongour nació en 1947 en Argelia Occidental y se crió entre las voces árabes y bereberes de los narradores del mercado. Ha vivido la mayor parte de su vida entre Argelia y París. Formado como antropólogo y sociólogo, ha enseñado en universidades de ambos países, mientras se perfiló a lo largo de los años como una de las voces francófonas contemporáneas más visionarias y contundentes del Magreb. Es autor de más de 15 libros de poesía, ensayo y teatro, y su obra ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el inglés, el alemán, el italiano y el árabe. Traduce poesía en inglés y árabe al francés. Dirige la serie de Poemas del Mundo, publicada por APIC en Argel, cuyos primeros títulos se publicaron en 2018. En junio de 2016 ganó el Premio Europeo Dante de Poesía. Con Pierre Joris edita Poemas para el Milenio, volumen 4, libro de la Universidad de California de Literatura de África del Norte. Bon, je voudrais commencer cette conversation en parlant sur ce que la poésie représente pour vous. Aujourd'hui, nous assistons à une perte de sens de la parole, à un moment où le langage et les mots sont maniés, banalisés et disloqués par les discours des médias et des réseaux sociaux. Le moment actuel est aussi marqué par la mise en question de la valeur de la culture face au retour des guerres, à la montée des idéologies radicales partout dans le monde et aux énormes inégalités sociales qui réduisent des grandes parties de la population à la précarité et à la déshumanisation. D'après vous, quel est le lieu, quelle est l'importance de la poésie dans ce contexte? Qui voudrait commencer? Je laisse la parole aux Vas-y. aînés. Non, aux plus jeunes. Aux plus jeunes d'abord. Plus jeunes d'abord. Donc la question c'est quel rôle peut jouer la poésie aujourd'hui? Bon, d'abord, ma définition de la poésie n'a pas changé depuis l'âge de 20 ans, donc ça c'est très étrange. Par contre, ce qui a changé, c'est mon rapport à la poésie. Et il s'est complètement transformé, il a complètement voilà, évolué. Je disais à 20 ans, donc j'avais à peine publié quelques poèmes dans des revues, dans une anthologie, et je disais que la poésie pour moi était comme un marteau-piqueur, vous savez. Donc c'est l'instrument qu'on utilise pour faire des travaux que les maçons,
manœuvre utilise pour percer donc au sol. Et c'était une métaphore pour parler d'une pointe en diamant, on va dire, qui va perforer et qui va chercher les sucs, on va dire les substances vitales pour l'être humain. Donc, à l'époque, j'avais cette idée de vitalité et de choses invisibles, on va dire, qui sont substantielles pour l'être humain, mais à condition de creuser, d'aller creuser à travers la parole. Donc, la parole avait le rôle de la pointe du diamant. Et je n'ai pas changé d'avis. Mais à l'époque, je pensais que la poésie pouvait nourrir tout le monde et donc que tout le monde devait pouvoir se nourrir de poésie, faire l'effort d'aller vers les livres, vers les bibliothèques, les librairies, acheter, lire et avoir une lecture solitaire, silencieuse et réparatrice. La poésie devait consoler aussi, non seulement donner de la connaissance des connaissances sur l'être humain, mais aussi consoler. Et aujourd'hui, je dirais que ben non, il y a des gens qui peuvent très bien se passer de poésie. Et voilà, parce qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être plus matérielles. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent très bien vivre sans poésie. Et même, et moi-même, je crois que j'en suis arrivé là. Et au milieu, pendant cette évolution, j'ai commencé à voir la poésie comme une maladie. Une maladie, une belle maladie peut-être, parce qu'il y a des résultats, mais quand même, comme quelque chose qui s'attache et s'attaque au corps de celui qui écrit, en le conditionnant, en le rendant dépendant. Mais voilà, aujourd'hui, je crois m'être libéré de cette maladie, parce que je me suis rendu compte que je pouvais moi-même vivre sans écrire. Et ça, voilà, c'est récent, je crois que ça fait 3 ans. Il y a eu ce basculement. Et donc, j'ai du mal à dire quel est le rôle de la poésie. Est-ce que la poésie doit jouer un rôle au milieu de tous ces conflits, si elle peut avoir la moindre influence, puisqu'il y a des gens qui peuvent très bien s'en passer et avoir d'autres enseignements, d'autres sources de bonheur, d'autres dialogues silencieux peut-être, d'autres soutiens. Je ne crois pas que la poésie, et j'ai écrit de la poésie sociale et politique à un moment. D'ailleurs, La collaboration que vous avez citée est un livre essentiellement politique. Aujourd'hui, je pense que la poésie a difficilement un rôle social actif qui puisse vraiment influencer, à moins de s'appeler Darwish ou d'être écouté, voilà, d'avoir cette audience-là. Voilà, donc je dirais que j'ai une position plutôt discrète en tant que poète, avec une vision de la fin aussi de tout ça. Merci, voilà, c'est ce que je peux dire. Eh ben, merci beaucoup, c'est très intéressant ce que tu as dit. Il y a une chose que je conteste, je crois que personne ne peut se passer de poésie. Sauf que la poésie n'est pas simplement ce qui est écrit en vers, mais il y a d'autres formes. Ça peut être dans la gestuelle, ça peut être dans des relations. C'est-à-dire que la poésie est une manière d'être au monde. Et à partir de là, on peut ne pas. Il y a des gens qui n'ont jamais écrit de la poésie et qui pourtant respirent la poésie au quotidien. Je pense que effectivement, c'est souvent dans les moments difficiles que la poésie prend un sens. Tu as parlé tout à l'heure de Mahmoud Darwish, c'est justement parce qu'il y a Mahmoud Darwish qui a su rendre toute la force à la tragédie de la Palestine.
Et heureusement qu'on a de grands poètes. C'est effectivement les grandes douleurs, c'est déjà chez Homère, hein, doivent disons, se traduire dans des chants. Et c'est ces chants-là qui continuent à nous permettre de vivre, de continuer à vivre. C'est-à-dire que pour moi, la poésie, c'est ce qui permet à la vie d'exister. C'est ce qui permet de mettre presque un baume dans la douleur que nous pouvons ressentir face, disons, à l'actualité ou même dans sa vie privée simplement. Hein. Et donc, ça m'a toujours, moi personnellement, pour moi, la poésie, c'est d'aller au plus profond de l'écriture poétique pour permettre au lecteur ou à celui qui écoute, l'auditeur, disons, de ressentir la beauté, de la ressentir en soi. Voilà, c'est aussi, aussi simple. Mais c'est pourquoi ça demande, bon, moi, la poésie que je pratique, c'est celle qui est dans l'écriture. Mais il y a d'autres formes de poésie qui peuvent passer par la gestuelle, par le chant, par des tas d'autres, par la peinture, par des tas de choses. Et je pense que même si effectivement, dans le monde occidental surtout, ou matériel, disons, on s'éloigne de plus en plus de cet idéal poétique qui était très vivant jusqu'au XIXe siècle, pour l'Europe mais qui reste encore vivant dans des pays comme l'Orient, l'Afrique, l'Amérique latine. Donc, je pense que si il y a un désintérêt pour la poésie, par exemple dans l'Europe occidentale ou en Amérique, on préfère le roman, mais ce n'est pas pour moi quelque chose qui va être, ça c'est le marché qui veut ça, mais quand on regarde dans la pratique des gens, l'intérêt pour la poésie est très important, et surtout chez les jeunes. Et quand on voit très bien que, par exemple, dans l'enfance, l'enfant est poète déjà naturellement, quand il trouve des métaphores, il trouve sans s'y prêter attention. Et c'est peut-être effectivement le formatage matérialiste qui est dans pas mal dans le monde, disons, capitaliste, pour dire les choses. C'est qui fait que la poésie peut paraître aujourd'hui quelque chose dont on s'éloigne, mais je pense que simplement il faut trouver peut-être d'autres formes de poésie, mais qu'elle a encore un avenir. Voilà. Merci. Cette définition un peu moins restreinte de la poésie que vous avez évoquée m'a rappelé les idées d'un pédagogue brésilien, Antonio Cândido. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais lui, il a revendiqué la valeur de la littérature et le droit à la littérature comme un droit humain, précisément parce que les êtres humains ont le besoin d'établir un rapport non utilitaire avec le langage et la poésie, bien sûr, telle que vous l'avez évoqué, correspondrait à ce besoin. Bon, pour continuer, Habib, vous avez fait des études en sociologie et en anthropologie. Je voudrais savoir un peu plus sur le moment où vous avez commencé à vous intéresser par la poésie et par l'écriture. Comment ça a été ce premier moment où vous avez commencé à écrire? J'ai commencé à m'intéresser à la poésie. Je devais avoir 15 ans, j'étais en classe de seconde, on étudiait les romantiques.
Et c'est la lecture des romantiques, Victor Hugo. Bon, voilà. Et là, j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Mais quand j'étais enfant, bon, la ville où je suis né est une ville qui est très connue pour la poésie mystique. Donc j'ai grandi dans un milieu où on chantait les vers des poètes mystiques et aussi la poésie populaire qui était chantée par des bardes dans les rues et tout ça. Donc j'ai grandi dans un milieu sur le plan culturel où la poésie était très importante dans mon enfance, mais c'était une poésie en arabe populaire ou bien dans un arabe religieux classique. Et c'est en venant en France, je suis arrivé en France très tôt, donc j'ai fait mon lycée en France. Déjà, en Algérie, à mon époque, à l'école, à part l'école coranique où on apprenait le Coran, mais on n'apprenait pas l'arabe. L'arabe était interdit. Hein. Je suis né à l'époque coloniale où l'Algérie était considérée comme la France, et donc c'était des départements français. Et à l'école, on était obligé d'apprendre que le français, ce qui fait que j'écris, ma génération, on écrit en français. Et très tôt, donc, j'ai commencé à m'intéresser à la poésie à partir des auteurs romantiques. Et des romantiques français, je me suis intéressé, comme au lycée, je faisais l'anglais et l'allemand, je me suis intéressé aux romantiques allemands, aux romantiques anglais, et progressivement, après, c'était le mouvement surréaliste, et petit à petit, bon, ben, je ne me suis jamais arrêté depuis cet âge-là. Bon, enfin, ce que j'écrivais au début n'avait pas d'intérêt, mais disons que je lisais beaucoup et j'écrivais tout le temps jusqu'au moment où ben, j'ai trouvé mon style. Merci, Fabrizio. Je voudrais savoir un peu plus sur les influences littéraires ou artistiques ou autres qui ont marqué votre écriture. Est-ce qu'on pourrait compter la philosophie du bouddhisme parmi ces influences? Sur le tard, vraiment, je pense à partir de 2011. Donc, ça n'a pas impacté les premiers livres, mais enfin les premiers écrits en tout cas, en Italie. Donc je suis parti, j'ai quitté l'Italie en 2008. J'ai commencé à écrire en français en 2008 parce que jusque-là j'écrivais en italien. Et puis, il y a eu ce livre, oui, Entrer dans le vide, qui recevait l'influence du bouddhisme ancien, on va dire, primitif, la première forme, on va dire, indienne. Mais sinon, très tôt, comme il y a eu la traduction, poésie et traduction ont été là depuis le début. Je traduisais donc un oncle poète suisse donc, vers l'italien. Et donc, lui, il était influencé par des auteurs allemands, notamment Georg Trakl. Donc, forcément, j'ai commencé à lire cette poésie allemande, autrichienne plus précisément. Et donc Trakl, et puis Brecht un peu plus tard, Baudelaire beaucoup, voilà, sur le début. Et puis une poétesse italienne qui a compté beaucoup pour le XXe siècle, c'est Amelia Rosselli, qui elle était influencée par Campana, par les surréalistes aussi, par Rimbaud, mais aussi par les avant-gardes italiennes des années 60. Voilà. Et puis petit à petit, je dirais que ma ligne, on va dire la ligne droite, était une poésie réaliste. Donc j'ai été aussi marqué par William Cliff, qui était un poète belge que j'ai traduit en italien et qui pour moi était vraiment un maître. Voilà, nous avions un rapport de correspondance et sa poésie qui était très, comment dire, abrupte, même si en vers classique, mais il dévorait le vers classique, la mesure close. Il agressait la forme. C'était une poésie qui disait des choses pas très poétiques. Voilà. On n'est donc pas dans un hyperréalisme, mais un
un antilyrisme, voilà, un lyrisme antilyrique. Et puis, la critique littéraire a été plus, m'a influencé au début, parce que j'ai milité pas mal de temps dans une revue de critique. Je dis militer parce que c'est une critique militante, qui ne se contentait pas de recenser les livres qui sortaient dans l'année, et d'informer, mais de faire un travail de fond, presque écologique, on va dire, en faisant de la critique, en touchant des livres qui étaient intouchables, hein, parce que écrits par des grands noms de la poésie italienne, qu'il fallait laisser, voilà, à leur gloire, alors que nous, on intervenait, je parle de nous parce qu'on était une rédaction. Cette revue était annuelle et elle a duré, je pense, plus de quinzaine d'années. Et pour nous, l'idée, c'était que la poésie ne se trouvait pas partout. Et ça, c'est une idée qui vient du surréalisme, mais pour nous, la poésie, c'était que la poésie écrite. Le reste, on peut l'appeler spiritualité ou avoir un sens du sacré. Voilà. Donc, on était vraiment beaucoup sur les textes et on allait mettre les doigts justement sur la faute, sur la faute de goût, sur la fragilité du texte ou la force, parce qu'on trouvait aussi des poètes brillants qui n'étaient pas très connus et on les soutenait. Voilà, on ne regardait pas le nom, on disait toujours il faut regarder le poème et pas l'homme qui l'écrit. Même si le poème est l'empreinte digitale de l'homme, nous on était intéressés au résultat. Donc moi, cette façon de faire de la critique de la poésie a conditionné mon écriture parce que je m'analysais, je faisais lire beaucoup mes textes avant de les publier et on avait des échanges riches. Voilà, donc tout ça, je dirais que plus que la philosophie, la critique littéraire de la poésie a eu une influence. Voilà, vers l'âge de 25 ans, comme ça, et ça ne m'a pas quitté. Vous deux, vous êtes traducteurs de textes littéraires. Comment avez-vous expérimenté cette traduction de poésie et quel est le rapport entre cette activité et votre propre écriture? Mon rapport à la traduction est venu, c'est grâce à mon ami Pierre Joris, qui lui-même est poète, on s'était connus dans les années 70 en Algérie et qui m'avait dit « Ah, il faudrait que tu traduises, lui c'est un grand traducteur, voilà, est-ce que tu peux me traduire un poème pour une revue ?» et qui m'a plus ou moins initié que la traduction, c'est aussi une manière d'appréhender l'écriture. Et au fur et à mesure, donc, j'ai commencé à traduire des poètes américains de langue anglaise, des poètes vivants, avec qui je pouvais discuter. Et après, j'ai aussi traduit des poètes arabes, notamment Saadi Youssef, qui était vivant à l'époque. Et après, en ce moment, je traduis aussi des poètes allemands, c'est les langues que je connais. Et la traduction, justement, m'oblige à réfléchir sur ma propre écriture et à, disons, expérimenter des formes de langage, des formes d'écriture. Disons que pour moi, la traduction est aussi importante que ma propre écriture, puisqu'elle fait partie de mon écriture. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Habib. La traduction est un acte d'écriture et moi, je dirais aussi que comme j'ai commencé à écrire en même temps que je traduisais, ou tout de suite après, peux même dire que la traduction a précédé la poésie, l'écriture de la poésie. Donc, c'est une activité très, très sérieuse et j'ai toujours traduit les poètes qui me touchaient. J'ai jamais accepté de commande. J'allais vers les poètes qui avaient quelque chose à m'enseigner.
Et donc c'était des traductions de cœur, hein, vraiment par passion. Et plus tard, la traduction est devenue aussi pour moi une troisième langue, puisqu'il y avait d'abord l'italien et puis le français. Et j'ai commencé à m'auto-traduire. Donc j'ai même écrit un essai sur l'autotraduction, parce qu'il y a des poètes qui font ça, voilà, dans plusieurs langues. Et donc, si j'avais un très grand respect pour les poètes que je traduisais vers l'italien, euh, je ne me respectais pas trop en tant que poète, et le plus important était toujours encore une fois le résultat. Donc je pourrais me trahir sérieusement pour pouvoir être fidèle à cette troisième langue qui était la traduction. Donc voilà. Et se traduire était un acte aussi de vérification du texte. Tant que ça ne me satisfaisait pas, je faisais des allers-retours du français vers l'italien, et voilà, parfois 2, 3, 4 fois pour arriver à quelque chose de très dépouillé. Voilà. Mais le statut de traducteur, du pur traducteur, est très important, et aujourd'hui, je pense qu'il souffre. On ne le respecte pas suffisamment de point de vue économique. Donc, c'est vraiment un noble métier. Et il faut être vraiment redevable, vraiment remercier les traducteurs pour tout le travail qu'ils ont fait, et même de renouvellement des traductions, parce que les traductions sont périssables, elles s'usent, et il faut retraduire les classiques. Voilà. Elle est très intéressante, cette idée de la traduction comme création et aussi comme trahison. Donc, vous avez vécu entre deux pays, entre plusieurs langues, et pour parler de traduction, il faut aussi parler de langue, du rapport avec la langue maternelle et la langue étrangère, et toutes les autres langues qui sont étrangères par rapport à la première. Et donc, comment a été pour vous cet exercice d'écrire de la poésie dans plusieurs langues? Est-ce que cela a changé votre lien avec la langue maternelle, entre des guillemets? C'est un peu compliqué. Je n'écris qu'en français, je n'écris pas dans plusieurs langues. Je n'écris pas en arabe, je n'écris pas en anglais. Par contre, je traduis vers le français, c'est-à-dire que le français est ma langue d'écriture. Parce que, si vous voulez, je pense personnellement qu'on n'écrit pas, enfin, sauf pour écrire, il faut avoir été à l'école. Et il faut avoir appris la langue. La seule langue que j'ai apprise à l'école, du primaire au supérieur, c'est le français. Et donc, même si l'éducation, c'est-à-dire je me suis intéressé beaucoup aux poètes populaires qui écrivaient en langue populaire algérienne, eux-mêmes étaient éduqués par d'autres poètes qui leur apprenaient la manière d'écrire, c'est-à-dire que même dans l'oralité, tout le monde ne peut pas être, disons, avoir une oralité qui soit une oralité littéraire. Et à partir de ce moment-là, je pense aussi que toute écriture, c'est-à-dire que le rapport à la langue maternelle, on croit, par exemple, quand un Français écrit en français, on dit, ah bah oui, il écrit en français, il est français, donc il écrit dans sa langue maternelle. Mais en fait, c'est faux. Tout écrivain est obligé de traduire sa langue maternelle pour trouver une langue qui soit la langue de son écriture. Et à partir de ce moment-là, comme moi j'écris en français, c'est évident que l'effet de traduction, je traduis l'arabe dialectal qui est dans ma tête, la façon de voir le monde à travers cette culture qui a été la culture de mon enfance, fait que c'est tout à fait évident que je traduis et que mon français, obligatoirement, est un français qui sonne étrangement dans la langue française. Mais tout écrivain est un écrivain traducteur. Et ça, c'est exactement
la théorie de mon ami Pierre Joris qui parle de l'autre langue qui n'est pas, il a écrit un petit article, Mother Langue, Other Langue. Donc en anglais ça sonne bien parce qu'il n'y a que le M, Mother, Other, et langue maternelle, autre langue. C'est-à-dire qu'on n'écrit jamais dans sa langue maternelle, mais on écrit dans une traduction qui devient votre langue. Voilà. Bah, tout est dit, hein. Oui, oui, ben j'adhère tout à fait à cette vision des choses. Je dirais même que Marina Tsvetaeva, grande poétesse russe, disait ma langue est ma patrie, mais elle parlait de sa langue poétique. Donc, et c'est vrai que pour ceux qui ont voyagé un peu comme nous deux, qui se sont déplacés souvent, peut-être que la langue est le vrai pays, hein. Ce rapport fort à la langue d'écriture peut sauver de l'exil existentiel. Ça peut faire du bien, parce qu'on est toujours chez nous tant qu'on peut voilà, écrire, témoigner de ce qu'on vit. Et moi, bien sûr, en 2008, il y a eu vraiment la rupture, pas définitive, mais avec la langue italienne, mais j'ai commencé à écrire en français, et donc j'ai retrouvé en poésie, en écrivant de la poésie, la langue de ma mère, parce que je me contentais de parler le français, donc j'avais ce rapport oral. J'ai étudié en français, naturellement, j'ai fait mes études de littérature française, donc j'écrivais, mais c'était pas une écriture de création. Je pratiquais la communication. Et comme la poésie et comme toute écriture cherche autre chose que de la communication, il a fallu recréer une langue. Et ma difficulté, c'est que j'ai toujours, on a porté sur moi un regard. En Italie, on disait, tu ne ressembles pas à un poète italien. Et en France, on me disait, tu ne ressembles pas à un poète français. Ben, ça peut poser quelques obstacles pour l'édition, notamment. Mais bon, à la fin, voilà, on met du temps à accepter ce qu'on est et on ne pourra pas se changer. Donc voilà, il y a des sonorités particulières dans les deux langues. Dans le texte qui introduit les poèmes de votre livre Gravité des langues, vous faites référence au rôle central du rythme dans la construction du sens de vos poèmes. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce travail, sur le rythme et le lien avec le sens? Donc, vous dites que vous laissez en quelque sorte le travail de construction des sens au lecteur, mais je voudrais savoir sur ce lien entre les sens et le rythme. Oh, alors là, comment vous l'expliquer? C'est-à-dire que pour moi, je travaille beaucoup avec en disant les textes à voix haute pour les entendre, et donc c'est par rapport à l'oreille, le rythme que la langue française, en fait, on dit que la langue française n'est pas une langue rythmée comme la langue anglaise, par exemple, mais je pense qu'on peut la travailler autrement. C'est une langue qui est beaucoup plus abstraite, mais on peut la travailler effectivement. Après tout, les rappeurs font rythmer la langue française, donc on peut. Et le rythme, c'est plus le rythme, ou plutôt la sonorité, c'est-à-dire que les mots, comment les mots vont en étant les uns à côté des autres, comment ils vont sonner, et c'est cette sonorité qui va induire un sens. Donc c'est bon, bien sûr, il y a toujours, disons que le poème n'est pas une idée l'idée doit se dégager disons, de la sonorité, du rythme, des métaphores, etc. Mais ce sont les mots et comment les mots sont la place qu'occupent les mots dans le vers va donner un sens. Et parfois, des mots qui sont des mots du quotidien, tout d'un coup, vont avoir un sens différent de ce qu'ils peuvent avoir dans le quotidien. C'est exactement
comment un mot est placé dans le vers, tout d'un coup, il va signifier autre chose que le sens qu'il a habituellement dans le dictionnaire. Voilà, c'est… Après c'est à celui qui écoute qui va dire, et souvent, souvent les auditeurs comprennent, mais parfois on ne comprend pas tout, mais pour moi, c'est pas de comprendre intellectuellement le texte, c'est de le sentir et progressivement entrer dans le texte. C'est comment amener l'auditeur à entrer et à ressentir quelque chose qui va l'ouvrir et lui ouvrir un monde. Beaucoup plus que de lui dire, c'est-à-dire c'est pas une poésie, je veux dire qu'il y a des poésies engagées, genre très, où le mot est direct, il faut… non, c'est pas ça. C'est pas des slogans, c'est pas des mots d'ordre. Et parfois même, quand je veux m'amuser avec des slogans ou des mots d'ordre, c'est pour les détourner et les subvertir. Et à partir de ce moment-là, il ne joue plus le rôle du sens ou d'une réclame publicitaire, etc. Merci. Fabrizio, vous avez fait référence au réalisme et à une poésie qui n'est pas lyrique. Donc, je voudrais savoir sur le lien qui ont les choses et les objets du quotidien dans votre poésie. Est-ce que ces objets prosaïques, disons, ont une portée symbolique ou lyrique, ou ils sont juste là dans vos poésies? Au début, il y a quelques années, ces objets étaient des objets absolument triviaux, donc pas très jolis, pas très signifiants, on va dire, comme par exemple une machine à laver. Je me souviens avoir écrit une ode à à ma machine à laver, comme Neruda avait écrit, voilà, des odes et des hommages à des objets pas très d'usage commun, mais pas très poétiques en soi. Mais pas dans l'intention de donner de la dignité poétique ou littéraire à ces objets pour les magnifier, mais simplement pour établir une relation avec quelque chose qui était mort, hein. Voilà, donc ça m'intéressait, ça m'intriguait à une époque, donc une machine à laver, devenait c'était un objet, en mouvement, donc il y avait mécanique, qui avait un mouvement, mais fondamentalement mort, robotique et le lien entre la vie qui se passait autour de cet objet dans la maison, et l'objet même, je le trouvais intéressant. Ça produisait des courts-circuits, pas très lyrique, c'était plutôt une poésie narrative. Ça donnait lieu voilà, à un récit, par exemple, ou à un dialogue parfois. Et puis, aujourd'hui, il y a plus récemment, les objets du quotidien, sont juste, j'établis avec eux, un rapport, d'équanimité. On est tous sur la même, non plus de sujet à objet, mais justement on est tous sur la même ligne. Il n'y a pas de distinction, d'importance, d'ordre de voilà. Je suis un objet au milieu des objets. Ou plutôt pour être plus précis, je suis un phénomène au milieu des phénomènes. Donc il y a plus, c'est la fin de, si vous voulez, du moi lyrique qui chante les objets. Ça, c'est une position absolument anti-lyrique. Et aujourd'hui, voilà, je l'assume. Donc le sujet est dilué. Tout est important. Et presque, et peut-être qu'il n'a même pas besoin d'être comment dire, poétisé ou romantisé, je ne sais pas comment, quel verbe utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. En parlant de le sujet lyrique et le rapport entre la poésie et la subjectivité, comment a été votre exploration du genre théâtral par rapport à la poésie? Alors, il avait très peu de rapport, hein. Je ne sais pas, tu as écrit du théâtre aussi, n'est-ce pas, Habib? Oui, 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 Vas-y, oui. je te laisse.
C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire du théâtre. Quand j'étais au lycée, enfin, pour dire, j'ai commencé à écrire avec l'indépendance de l'Algérie. Voilà, c'était, et je voulais produire quelque chose. C'était Victor Hugo. Je voulais écrire de la poésie, du roman, du théâtre. Puis au fur et à mesure, le théâtre a été compliqué parce que pour qu'il soit joué en Algérie, c'était en arabe populaire. J'avais écrit beaucoup quand j'étais lycéen, mais tout ça a été perdu. Et ça n'est que depuis une dizaine d'années, j'ai commencé avec un ami, Alain Ray, qui a commencé par adapter des textes de moi en prose et avec qui j'ai travaillé sur le théâtre. J'ai appris la langue théâtrale, c'est-à-dire que pour moi, tout ce que j'écris, que ça soit sous forme de poèmes en vers ou de la prose ou du théâtre ou sous forme d'essai, c'est toujours pour moi une attitude, c'est comment travailler l'écriture, comment rendre compte disons, des possibilités de l'écriture. Et donc, le théâtre, c'est une forme d'écriture qui va très bien avec la poésie. Et j'ai commencé à écrire récemment aussi par rapport, parce que j'ai un ami qui voulait monter, donc je lui ai écrit des pièces pour les jouer. La première que j'avais écrite, c'était lié à la décennie, à la guerre civile en Algérie, sur le problème des jeunes filles qu'on kidnappait et tout ça. Mais par contre, les pièces que j'ai écrites qui ont été publiées en Algérie, j'en ai traduites avec d'autres amis en arabe populaire pour les faire jouer sur scène, mais mon ami n'a pas pu obtenir les subventions parce que je passe pour être un auteur subversif, donc on ne donne pas l'aide pour jouer mes pièces, voilà. Mais enfin, moi, c'est une manière de dire autrement les choses et d'approfondir l'écriture, parce que j'ai beaucoup écrit aussi mes textes en prose. Les premiers textes qui étaient les plus connus, c'était Le Vieux de la Montagne, Sultan Galief, c'était paru aux éditions Sinbad dans les années 80, c'était des textes en prose. Voilà. Et quant à moi, dès le départ, la poésie, il y avait un écart entre la poésie et le théâtre. Donc, je privilégie en tant que lecteur les auteurs anglophones, donc parfois même plus proche du scénario cinématographique. Vous voyez, donc avec des échanges, des dialogues. Et puis, d'autre part, j'étais très intéressé par Beckett aussi, mais en tout cas, qui écrit de la poésie aussi. Mais non, c'était vraiment le besoin d'une écriture encore plus réaliste avec des situations concrètes. Souvent, c'était des pièces sur la famille, pas politique en fait, mais voilà, sur cette dimension familiale, on va dire, puisque si on remonte à Sophocle, on peut bien se rappeler d'Œdipe Roi, donc tout est là. Mais pour moi, ça a été une parenthèse entre 2005 et 2010-2011. Je n'écris plus de théâtre aujourd'hui pour des raisons très pratiques. C'est que, voilà, elles ont été évoquées tout à l'heure. Habib a dit, si le théâtre n'est pas mis en scène, n'est pas, voilà, à un moment donné, on n'a plus envie. Donc, des pièces ont été montées en Italie et puis jusqu'à la dernière, Rage, qui a été montée au théâtre de Bruxelles, le théâtre national de Bruxelles, lors d'un festival. Voilà, ça m'allait très bien. Et après, voilà, j'ai plutôt écrit des monologues et moins de textes dialogiques, mais voilà, très, ouais, très réaliste. Et je ne me voyais pas écrire en vers, par exemple, du théâtre en vers. Pour finir, Avik, vous avez créé la collection Poèmes du Monde et publiée par APIC en Algérie. Est-ce que vous pourriez nous raconter sur ce projet
et sur la possibilité de créer des dialogues entre la poésie et la culture du Maghreb et d'autres traditions culturelles. L'idée était très simple, c'était que, arrivé à un certain âge, connaissant beaucoup de gens dans le milieu poétique, et les livres en Algérie, les livres étrangers ne rentrent pas ou coûtant très cher parce que le dinar algérien ne vaut rien. Et j'avais comme idée de demander aux poètes que je connaissais, qui étaient plus ou moins des gens qui étaient mes amis pour la plupart, de leur demander de me donner un texte original qu'on publierait dans la langue du poète avec une traduction en français, comme c'est les traductions que je peux, moi, contrôler. J'aurais voulu avoir un ami poète en langue arabe pour pouvoir aussi faire en sorte que les textes publiés soient traduits en français et en arabe. Ben, ça ne s'est pas fait. Et pour l'instant, mon idée, c'était pour les jeunes poètes, pour que les jeunes poètes algériens se confrontent à ce qui se fait dans la poésie dans le monde. Donc, comme je connais des poètes américains, des poètes allemands, poètes suédois, des poètes arabes d'autres pays arabes, et à partir de là, de pouvoir, mon idée, c'est d'essayer de publier ces textes-là pour les mettre à la disposition du public en Algérie et pourquoi pas public africain et mondial, puisque pour tous ceux qui peuvent lire en français du moins. Et l'idée, c'est qu'arrivé à un certain moment, pouvoir réaliser un festival international de poésie contemporaine en Algérie, puisque nous avons les poètes sont déjà publiés, et donc on pourrait réaliser cette chose. Pour l'instant, les livres existent, on va arriver bientôt à 30. La collection, elle a commencé en 2018 et on a déjà 30 auteurs venant de pays différents. J'attends encore, j'ai des poètes d'Amérique latine, mais que Jean Portante doit me traduire. J'attends parce qu'il faut aussi petit à petit connaître les gens, les faire. Et disons que la collection commence à avoir une certaine audience parce que les poètes qui sont publiés sont quand même des poètes qui ont une certaine notoriété dans leur langue d'écriture. Et maintenant, les livres sont publiés à Alger, mais ils peuvent être diffusés partout dans le monde. Nous avons un distributeur qui peut les diffuser dans le monde. Et cette année, pour la première fois, les éditions ont pu avoir un stand au marché de la poésie à Paris. Et donc, ils ont participé. Et donc, voilà, ça commence à, disons, à avoir une certaine audience. Le problème, c'est que comme la poésie ne se vend pas beaucoup, je commence à avoir des difficultés financières. Et donc, pour essayer de trouver des sponsors et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais enfin, nous avons des auteurs importants. Il y a même eu des prix pour des poétesses, donc c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été très intéressant de parler avec vous et merci pour avoir accepté cette invitation des Gestos de la Poesía. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.